Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Fred Galva, que vous connaissez bien sur Zouk Télévision. Bonjour Fred, merci d'avoir accepté cette invitation. Mais c'est un grand plaisir Mano, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour le travail que tu fais sur Zouk Télévision. Tes émissions sont très intéressantes avec un public, avec des participants différents qui savent tenir les gens en haleine. Je te remercie. On se dit félicitations du boss, c'est toujours bon à prendre. Alors, oui Fred, aujourd'hui, je voudrais souhaiter que tu expliques aux téléspectateurs qui nous regardent en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et peut-être en France, un petit peu comment réagir face à tout ce qui se passe. Depuis 2 ans, nous avons la tête sous l'eau. Ce sont des décès, c'est la maladie, c'est le boulot, c'est la grève par-ci, les barrages. On a l'impression de ne pas avoir de perspective. Est-ce que cette période-là est propice à ce qu'on perde la raison presque, quoi? Perdre la raison, ce serait quand même l'extrême, mais tu as parfaitement raison. Nous sommes dans une période particulièrement difficile et d'expérience, c'est vrai que j'en ai quand même une 60aine d'années. Je n'avais jamais connu cela et je pense que nous sommes dans une période très, très, très difficile de notre existence. Il faut dire que ça dure déjà depuis 3 ans, Mano, puisqu'on faut se dire que c'est en 2019. On va arriver jusqu'en 2021 en ayant eu des confinements successifs, des périodes d'extrême anxiété parce qu'on n'a pas su tout de suite ce qui allait nous arriver. Ouais. Et puis, ça nous est arrivé tout de même, on a été confinés. Et puis alors la période du mois de juillet-août qui a été pour notre pays un désastre énorme sur le plan des pertes humaines. Je crois que là, vraiment, on a tous les ingrédients pour que les personnes soient mal. Et elles le sont en réalité. On voit bien que les malaises et les mal-être se multiplient. Il y a une grande partie de ce mal-être qui est à l'origine actuellement des tensions sociales qui existent dans notre pays. Elles ne sont pas toutes liées à cela, mais le contexte psychologique est désastreux, j'ai envie de dire. Et je crois qu'il va falloir sérieusement s'y préoccuper parce qu'en fait, nous sommes en train de le vivre. Donc il y a des mécanismes de résistance, on résiste, mais à long terme, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas ce que ça va donner sur les enfants, par exemple. J'ai l'humilité de te dire que je ne sais pas quel impact cette anxiété qui ressemble à une anxiété généralisée aura sur les enfants. Oui. Alors aujourd'hui, le Premier ministre a pris la parole. Le Premier ministre, c'est la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, il a eu à nouveau le Covid, alors qu'il a déjà eu ses 2 voire 3 doses. Donc ce qui veut dire clairement qu'on peut avoir pris le vaccin et être contaminé d'une part et être contaminant. Donc, en fait, même ceux qui ont le vaccin aujourd'hui, ils doivent se poser des questions et vivre une situation d'anxiété terrible. Alors, c'est ça le problème. C'est-à-dire que les gens qui ont des doutes vis-à-vis du vaccin ne sont pas forcément anti-vax par définition. Parce qu'en fait, dans l'expérience, ils en ont eu. Toi et moi, nous avons eu des vaccins. On est tous marqués d'ailleurs par un vaccin bizarre qu'on a eu dans l'enfance. Et surtout, celui qu'on prenait quand on entrait faire le service militaire. Par exemple, donc ce qui veut dire que c'est pas le vaccin en soi, c'est toute l'incertitude qui gravite autour de ce vaccin, qui mobilise encore plus d'anxiété chez les personnes et qui font qu'il y a des oppositions qui sont difficiles à démonter. Il y a des représentations qui sont extrêmement figées du vaccin et de certaines personnes disant même que ce n'est pas un vaccin, figure-toi, qui disent que c'est une sorte de médicament antigénique, mais que ce serait pas un vaccin. En tout cas, c'est très lié au contexte. Les gens doutent énormément, les gens ont peur. Alors, quand on leur demande dans les consultations, parce qu'il m'arrive de temps en temps de recevoir des personnes qui souffrent de ces problématiques d'anxiété, et quand j'essaie de comprendre si c'est du vaccin ou du virus dont ils ont peur, là, après, il y a quelque chose ils n'arrivent pas à objectiver la peur. Donc c'est encore plus grave qu'on ne le pense, parce que quand on a peur et qu'on sait de quoi on a peur, les choses sont claires. On peut mettre en place des défenses contre cet objet entre guillemets phobique. Mais lorsqu'on ne sait pas précisément de quoi on a peur, est-ce que c'est du vaccin ou du virus, là
on a plus place à l'angoisse. Avec, pour l'angoisse, des stratégies qui peuvent amener les gens à être touchés dans leur personnalité, parce que l'angoisse touche la personnalité. La peur, on a peur d'un chien qui passe, on va avoir des tachycardies, on va avoir des petits trucs, et puis après ça passera. Mais l'angoisse, c'est-à-dire le fait d'avoir peur de je ne sais quoi, ça peut déstructurer. Ben, en fait, je me rappelle en mars 2020, hein, c'était autour des élections municipales, premier confinement, et les gens se faisaient livrer la marchandise chez eux. Et même ceux qui allaient acheter, tout le monde lavait la marchandise à l'eau de Javel, tellement on ne savait pas comment on pouvait attraper ce virus. Donc, les poignées de porte, on disait que le médecin, ça dure plus longtemps, moins longtemps. Enfin, bon. Et les gens vivaient déjà depuis début d'année 2020 dans cette angoisse perpétuelle. Donc, je crois que les gens ont plus peur du virus que de prendre le vaccin. Bon, le vaccin, ce n'est qu'une piqûre. Mais ils ont peur du virus, à juste titre. À juste titre, comme tu dis, parce qu'il est destructeur quand même. Oui. L'expérience du mois de juillet-août, des mois de juillet, août et septembre, cette expérience a montré que le virus, en tout cas dans sa version Delta, était quand même un peu tueur. Donc, que les gens aient peur du virus, c'est tout à fait, comme tu dis, à juste titre. Mais ce qu'on peut demander, puisque tu me donnes cette occasion, au pouvoir public, c'est, face à cette peur, il faut de l'apaisement, il faut de la pédagogie, il faut expliquer aux gens. Parce qu'un virus, c'est par définition quelque chose en plus qu'on ne voit pas. C'est un très petit organisme. Il est même plus petit que des microbes. Donc, il a, par définition, c'est quelque chose qu'on ne voit pas et que par conséquent, les gens ont besoin d'être rassurés. Et ce n'est pas lorsqu'on crée des injonctions en disant il faut vous faire vacciner, il faut que ça soit fait le 15, après le 31. La preuve, on joue sur les dates. Je crois qu'il faut, plutôt que d'être dans l'injonction, il faut expliquer aux gens. Il faut parler aux gens. Il faut leur donner la possibilité, dans des petits groupes, de démystifier leur peur. Déjà l'objectiver, c'est-à-dire de quoi ai-je peur? Est-ce que c'est du virus ou du vaccin? Si j'ai peur du vaccin, dis-moi qu'est-ce qu'il fait? Si j'ai peur du virus, c'est quoi ce virus? Je crois que c'est ça qu'il faut faire, même si ça va prendre du temps, Mano. Parce qu'évidemment, nous sommes 380 000. Vous êtes en train de dire, il est peut-être un peu utopique de voir qu'on met 380 000 personnes à parler. Mais ça va éviter les tensions que nous avons et que nous vivons actuellement. Oui, parce que en réalité, quand on voit que le Premier ministre a pris encore la parole, aujourd'hui, il parle de vacciner des enfants de 5-11 ans qui sont plus fragiles. Il recommande le télétravail à nouveau. Les discothèques sont fermées, donc les gens ne pourront pas sortir, parce que lorsque les discothèques sont fermées, à Noël et au jour de l'an, les gens n'iront pas faire la fête. Bien sûr. Mais, somme toute, les gens sortiront. Les gens iront dans les bars. Comme ça s'est passé pendant les vacances, ils vont manger et danser dans les bars. Donc, sans précaution, puisqu'en réalité, ils ne sont pas équipés de chasser l'air, enfin tout ça. Donc, en fait, c'est vrai qu'il manque, j'ai l'impression, un peu de pédagogie dans tout ça. Et puis, parce qu'aujourd'hui, le test PCR, ça m'est plus sûr que le vaccin. Oui, mais moi, je crois qu'il faut effectivement de faire confiance aux gestes barrières, ne pas non plus... parce qu'actuellement... on est trop dans la réduction des relations sociales. On parle de distanciation sociale. Moi, je préfère distanciation physique parce que distanciation sociale, ça veut dire qu'on écarte les uns des autres. Et l'être humain a un instinct qu'on appelle l'instinct grégaire, c'est-à-dire qu'il aime bien être ensemble. Il aime bien... et si on casse ça au nom de je ne sais quel virus qui vient de je ne sais quel pays, on va casser quelque chose de l'humanité, vois-tu? Et par conséquent, il faut donner aux gens la possibilité d'être ensemble tout en gardant des gestes barrières qui sont se laver les mains, mettre le masque, parce que jusqu'à preuve du contraire, ça a fonctionné. Même si au départ, si tu te souviens bien, Mano, il y avait des balbutiements. On disait que, parce qu'ils n'avaient pas assez de masques, ils disaient que le masque ne servait à rien. En réalité, c'est quand même une des meilleures protections que nous connaissions. Et note
que dans notre pays, les gens respectent ça. Je crois que les gens mettent leur masque en Martinique, il faut le dire, parce qu'en fait, rares sont les personnes qu'on voit sans masque dans le pays. Même dans leur voiture. Même dans leur voiture lorsqu'ils sont tout seuls. Donc on voit que si on approche la question de protégeons-nous du virus, par au moins des gestes barrières déjà, et qu'on parle avec les gens pour démystifier tout ce qu'ils ont, qui peut être peut-être aussi des peurs non objectives, hein, parce que peut-être qu'on a peur. J'ai un ami qui me disait, je prends cet exemple parce que ça m'a fait rire, il a beaucoup résisté à prendre le vaccin. Et puis un jour, il décide, il me dit, écoute Fred, emmène-moi prendre le vaccin parce que je ne peux pas y aller tout seul. Je dis, d'accord, je t'emmène prendre le vaccin. Et je lui dis, mais au fait, pourquoi tu ne voulais pas prendre le vaccin? Ah, moi, je pensais que ça allait m'empêcher d'avoir des érections. Il ne m'a pas dit ça comme ça, mais enfin bon. Donc, tu vois qu'il y a énormément de raisons que les gens portent en eux pour ne pas prendre le vaccin. Et il faut leur donner la parole, il faut leur donner la possibilité d'exprimer leur peur au lieu de leur créer des injonctions qui rigidifient la pensée et qui empêchent les gens d'avancer. Oui. Nous sommes en période électorale, là encore, présidentielle, législative, et le Conseil d'État, semble-t-il, a dit pas de masque obligatoire. On a vu hier ou avant-hier, il y avait Éric Zemmour avec plus de 13 000 personnes. À peu près, oui. Il y avait Mélenchon avec à peu près 4-5 000 personnes. Et toutes ces personnes-là, on a du mal à comprendre que le Conseil d'État, puisqu'il y a l'élection présidentielle, disent pas de masque obligatoire. Quelque part, c'est là où on aura des clusters encore. Très certainement, mais on est dans du droit. Et moi, je suis psychologue, je ne suis pas juriste, donc je ne peux pas trop me prononcer. Mais la position de dire pas d'obligation est constitutionnellement comprise, puisqu'on est dans une triptyque liberté, égalité, fraternité. Que le Conseil d'État, dans cette triptyque, choisisse que la liberté des gens ne doit pas être touchée, on peut comprendre alors qu'ils disent pas d'obligation. Sauf que il faut mettre en face les dangers que constitue le variant Delta et peut-être bientôt le Omicron. Il faut vraiment dire aux personnes, c'est sérieux, protégez-vous, mettez des masques. En dépit de ce que le Conseil d'État peut dire, il faut porter le masque. C'est très important. Sauf que le Conseil d'État dit ça pour la période à venir, pour les meetings. Mais les masques sont recommandés par ailleurs. Oui, d'ailleurs, il a été amplement remis en question. Il a été remis sous le tapis par le Premier ministre ce matin, justement, puisque tu évoquais cela. Le Premier ministre a remis le principe du masque dans les lieux clos. Et le Conseil d'État peut dire ce qu'il veut, mais dans des espaces où il y a 4 000, 5 000 personnes, je crois qu'il est plus prudent, à mon humble avis, de porter son masque. Ouais. Et évidemment, tu ne pourras pas me dire combien de temps ça va encore durer, nous ne sommes pas voyants, mais vraiment sur le côté psychologie, sur... Les gens ne pourront pas tenir longtemps, tu as raison. C'est ça qui fait peur encore. Voilà. Tu as raison de poser la question, jusqu'où ils vont tenir. En réalité, ça ne peut pas tenir si il n'y a pas une perspective. Parce que c'est ça le problème. C'est-à-dire que ça dure... Contact, on est connu comme étant un peuple résilient, mais enfin quand même, ça dure depuis trop longtemps. Et puis on aurait dit que ça s'aggrave, c'est-à-dire que lorsqu'on croit, par exemple, qu'on va passer des fêtes de Noël tranquilles, à chanter, à danser, etc., bédim, arrive un variant, et puis donc c'est ça qui provoque chez les gens une sorte de tension qui, tu sais, de trop tirer sur la corde, après, je pense qu'on pourrait avoir des difficultés. Alors, bon, puisque c'était ta question initiale, qu'est-ce qu'il faut proposer aux personnes ? Je crois qu'il faut parler. Il faut continuer l'interactivité, comme tu sais très bien le faire dans notre télé Zouk TV. Donner aux gens la parole, faire que les gens puissent exprimer ce qu'ils ont à dire sur ce qui se passe, ne pas les laisser isolés dans leur peur,
et surtout que derrière, il y a des catastrophes économiques, il y a des restaurateurs, des chefs d'entreprise qui se retrouvent avec des pertes financières non négligeables. Donc forcément, qui dit perte financière dit parfois syndrome dépressif chez les gens. Et la dépression, lorsqu'elle arrive, on ne sait pas où est-ce qu'elle peut vous emmener, mais on sait que sa forme la plus grave amène vers le suicide. Vous voyez, donc il faut vraiment, à mon avis, permettre aux gens de parler, libérer la parole et sans prêcher pour ma cathédrale, consulter les professionnels. C'est ce que j'allais te demander, est-ce qu'il faut consulter les professionnels. Je crois qu'il est important de le dire. C'est possible maintenant un peu plus, puisque bon, je ne sais pas si il avait prévu ça. Est-ce que c'est une mesure sanitaire? Est-ce que c'était une mesure électorale? J'en sais rien. Mais en tout cas, maintenant, les psychologues sont remboursés par les mutuelles, a priori jusqu'au 31 décembre. Mais compte tenu du fait qu'il y a d'autres variants, je crois qu'il va peut-être remettre ça. Et il a donné le relais à la caisse d'assurance maladie. Donc, les gens peuvent consulter les psychologues qui sont régulièrement... Voilà, et ils seront remboursés. C'est important de poser les paroles. Alors, nous sommes une liste que vous pouvez consulter à l'ARS, une liste de psychologues officiellement reconnus par l'ARS comme étant des psychologues. Vous demandez cette liste, elle vous sera communiquée, bien évidemment, c'est quelque chose de public, et vous consultez. Je crois que c'est important. Ne restez pas dans cet isolement. Parlez à vos responsables. Si vous êtes dans des structures associatives, parlez à vos responsables associatifs, parlez à vos responsables religieux, par exemple, mais parlez, ne restez pas isolés. Oui, parce que mine de rien, on pense se séparer d'un problème, mais le problème est toujours là. Donc on ne l'a pas analysé. Et puis il peut se fixer. On sait bien que lorsqu'on a une très forte anxiété comme ça touche le sommeil particulièrement. Et tu sais bien que le sommeil est réparateur et qu'on a besoin de dormir pour se revitaliser au niveau de l'organisme. Or, si on ne dort pas, forcément, on détruit quelque chose en soi. Si on est très anxieux, on augmente les risques d'avoir des problèmes cardiovasculaires parce que ça peut faire monter la tension. Vous voyez, alors que c'est tellement plus simple de dire, bon, je vais poser ça quelque part parce que ça, je ne le supporte plus. D'accord. Alors, pour les jeunes qui sont en classe et qui sont intéressés par ton métier, pour être psychologue, qu'est-ce qu'on doit faire? Quel cursus? Eh bien, d'abord, il faut avoir le bac. Alors, en principe, il vaudrait mieux avoir un bac à caractère scientifique. Pourquoi? Parce que les premières années de nos études sont centrées beaucoup sur la biologie et les mathématiques, puisque nos fameux tests, maintenant les psychologues n'utilisent pas beaucoup les tests, mais nos fameux tests sont très fondés sur de la statistique. Donc on demande quand même un profil économique ou scientifique aux personnes qui veulent devenir psychologues. Et puis après, eh ben, une fois qu'on a son bac, il faut penser à 5 années. Donc 5 années de psychologie, parce qu'il ne faut pas faire 2 années plus après le reste, il faut faire les 5 longues années de psychologie, arriver vers ce qu'on appelle maintenant un master pro. Et une fois qu'on a son master pro, il est même recommandé de faire une petite spécialité de plus, donc on va dire 6 années, et après on s'inscrit. Une chose est sûre, c'est qu'à l'époque où moi j'ai commencé, on me disait « Ah, il a fait psycho, il peut trouver travail ». Tu vois bien que l'expérience a montré le contraire et que nous serions même en Martinique en sous-effectif. Oui. Une étude a été faite par la Mutualité française sur la santé mentale qui prouvait que nous étions à 30% en dessous de l'effectif national des psychologues au prorata du nombre d'habitants. Oui. Quelle différence entre le psychologue et le psychiatre? Le psychiatre est un médecin, il va prescrire. Bien évidemment, il va être spécialisé aussi dans les faits psychiques, mais la différence, c'est que le psychologue, lui, il a travaillé pendant ces 5 années l'écoute, l'organisation de la personnalité en particulier, ce que le psychiatre va peut-être moins connaître, puisque ces deux professions se complémentent. On travaille ensemble souvent. Les psychologues, par exemple, donnant aux psychiatres des éléments sur la personnalité de X ou Y, nous ne prescrivons pas. Donc, si d'aventure un patient a besoin d'anxiolytiques, s'il a besoin d'antidépresseurs et s'il a besoin même de neuroleptiques, ce qui peut être le cas,
nous aurons forcément besoin du psychiatre, le seul professionnel médical en mesure de prescrire des psychotropes. Alors, la Martinique, est-ce qu'il y a beaucoup de patients souffrant donc, de maladies mentales? Je pense qu'il y a à peu près un mois, c'était la semaine où... est-ce que nous avons... Parce que tout le monde parlait de Colson. Mais c'est plus Colson, c'est aussi Magovulsin. Mais enfin bon, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes souffrant de maladies mentales ici en Martinique? Je n'ai pas les chiffres précis, donc je ne pourrais pas être un recours épidémiologique, mais d'un point de vue pratique, j'ai le sentiment qu'il y a quand même beaucoup de fragilité psychologique dans notre pays, ça je t'apprends rien. Qu'elles soient toutes malades, ces personnes, je ne pense pas, puisque entre être fragile psychologiquement et être malade psychologiquement, il y a une marge, parce que la maladie, pour moi, commence lorsqu'on, franchement, commence à être dans un complexe anxio-dépressif, et puis après la folie et tout ce que ça comporte, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, des psychoses. Mais, par contre, il y a un champ favorable, parce qu'il y a un malaise, et je ne t'apprends rien pour te dire que nous sommes dans une société extrêmement malade sur le plan de ses projets, sur le plan de ses origines. On a tous nos vieux démons qui reviennent chaque fois que nous pouvons les faire sortir, et ça, quand ça vient dans nos têtes, ça fait pas du bien quand même. Oui. Eh bien, Fred, merci beaucoup de nous avoir consacré ce moment pour expliquer à nos amis le mécanisme. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, il faut consulter. Oui. Ne pas rester enfermé chez soi. Si vous sentez que ça ne va pas, il faut consulter. D'autant plus qu'il y a maintenant, comme je te le disais, la facilité de faire en demandant d'ailleurs à votre médecin traitant de vous prescrire des consultations tout simplement. D'accord, donc c'est le médecin traitant? Oui, pour la sécurité sociale, ce sera le médecin traitant. Oui. D'accord, et ils seront remboursés? Ils seront remboursés. Très bien. Merci beaucoup, Fred Galvin. La prochaine émission avec toi, c'est c'est mercredi 22. Oui. On va parler évidemment. Alors là, on sera dans un déni total parce qu'on va parler de Noël et Noël d'antan. Oui. Hein? Comment on vivait Noël avant. On va faire rêver les gens parce qu'il faut les sortir de ce qu'on vit là actuellement. C'est pas possible. Entièrement d'accord. Je me rappelle l'une de tes premières émissions. C'était avec un monsieur qui avait un surnom, Papy. Papy, oui. On parlait de Quimbois. Tu parlais de Quimbois avec ce monsieur. Et pendant longtemps, les gens appelaient, oui, je peux avoir le numéro de ce monsieur-là. Figure-toi qu'ils ont même cherché à me joindre à l'hôpital pour ça. Merci beaucoup, Fred. Je t'en prie, au plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour la réalisation. À bientôt.